Giuliana Setari Carusi est une opératrice dans le domaine de l'art contemporain et fait partie en plein titre de cette galerie imaginaire d'Italiens de prestige que nous souhaitons proposer aux visiteurs de notre site. Son histoire est une histoire très intéressante qui a démarré dans sa région d'origine, c'est-à-dire les Abruzzes. C'est vrai. Mais tout d'abord, je vais remercier Michele Canonica pour cette invitation à participer à cette galerie idéale d'Italiennes qui font partie d'une diaspora à l'étranger, et notamment à ce moment à Paris. Et justement, l'origine de cette diaspora, de ma personnelle diaspora, prend origine des Abruzzes, ma région natale, de ma ville Pescara, où j'avais accompli toute une première partie de ce qu'un individu peut vouloir atteindre, c'est-à-dire les études, les diplômes, la profession de l'enseignement, dont j'étais très fière, très très jeune. Et les intérêts pour l'art contemporain étaient nés dans ma propre ville, parce qu'il y avait des galeries d'art d'avant-garde très ponctuelles. Il y avait une artiste de la ville qui est devenue une grande star internationale de nos jours, Ettore Spalletti. Donc, toute jeune, j'avais déjà cette approche à l'art contemporain. Tout ça était déjà très bien établi, mais moi j'avais envie de faire aussi autre chose. Et la circonstance d'avoir un copain qui avait fréquenté le Collège d'Europe de Bruges m'a sollicité à faire un concours au ministère des Affaires étrangères. Oui. Et de gagner ce concours. Et en 1975, j'ai abandonné l'enseignement, où j'étais déjà bien installée, dans le lycée de ma ville. Chose qui avait un peu chagriné votre père. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut se mettre dans la peau d'un père qui voit une fille grandir. J'avoue, un peu brillante aussi. À 21 ans, j'avais tout terminé de l'université et j'étais déjà, j'avais passé tous les concours. Et du coup, j'avais envie d'autre chose et je dis oui, mais j'ai gagné ce concours au ministère des Affaires étrangères, je ne vais pas renoncer. Et d'ailleurs, il y avait une invitation, parce que mon père était consul honoraire de la Belgique dans notre ville, dans Pescara. Et donc, cette idée de notre pays, de notre ville qui était Bruxelles, et notre monde, moi, je l'avais déjà dans la famille, si vous voulez. Donc, quand ce copain m'a suggéré de faire le concours pour aller fréquenter le Collège d'Europe, et on est en 74, 75, il faut remonter un peu le temps. C'était une grande ouverture pour moi et le fait d'avoir gagné m'a fait tout de suite partir. J'ai vendu ma Fiat 500 oui. pour être plus indépendante et voilà, et je ne suis jamais rentrée chez moi de Donc façon... on peut bien dire que vous avez grandi avec une formation internationale, disons avec un intérêt. Intérêt, oui. J'avais des copains partout, j'écrivais, les gens venaient en vacances dans ma ville natale, à la mer, à Pescara, et je gardais les relations avec les copains, les copines. Et il y avait tout un échange de lettres qui venaient de partout. Donc, voilà, ça me revient maintenant, des petits souvenirs. Un intérêt tourné à l'international et un intérêt pour la culture. Si, pour la culture, parce que dans notre ville, c'était une ville très à l'avant-garde pour ce qui concerne la culture, pour les associations des amis de la musique, du théâtre, le jazz. Donc, on était habitués vraiment à fréquenter et à être sensibles. Et donc c'était assez spontané quand j'ai rencontré quelques années plus tard mon mari, je l'ai rencontré à Bruxelles. Il y avait le terrain fertile pour faire quelque chose ensemble, dans le sens que dans sa famille, il avait un intérêt pour l'art réel, parce qu'il y avait des gens, des oncles, qui étaient des vrais artistes, Maffay, Rosa et Guttuso. Donc la figure de l'artiste était très familière dans cette famille. Alors moi, j'ai conduit un peu mon mari vers cet art d'avant-garde de l'époque, et ça a été un mariage heureux pour différentes raisons. Voilà. Donc, alors, cette tendance à vivre à l'international s'est concrétisée
dans un déplacement qui a duré, je crois, une petite dizaine d'années si. aux États-Unis. Oui, avant ça, on avait donc vécu en Belgique, où s'est rencontrés, où était né notre premier enfant, Nicole. Et puis on s'est déplacé aux États-Unis, on a vécu presque 10 ans à New York même. Et New York, des années 80, a été une période très belle, très positive, économiquement, culturellement, et aussi, de nouveau, pour l'art contemporain italien, était un moment très favorable, parce que les grandes institutions comme le Guggenheim Museum, comme le Modern Art, il y avait un grand intérêt pour l'art italien, et les grands artistes qui étaient à l'époque encore assez jeunes, mais déjà un peu confirmés comme Michelangelo Pistoletto, comme Mario Merz, comme Vettor Pisani, étaient invités dans Luciano Fabro. Ils étaient tous invités dans ce musée, et Giulio Paolini. Et là, c'était assez naturel pour nous qu'on avait commencé à collectionner ces artistes. Cet amour s'était traduit aussi dans l'achat des pièces. Nous consacrions nos possibilités économiques aux achats de l'art contemporain, des pièces. Et l'être à New York, c'était dans cette scène formidable, vivante, excitante. Et nous, on était un peu, disons, on a représenté le point de rencontre pour tous ces gens qui venaient, pas seulement les artistes, mais aussi les galéristes, les critiques d'art. Et notre salotto, on faisait salon, hein, donc chez nous, mais d'une façon, je crois, qui est restée un peu dans la mémoire aussi des autres, pas seulement la nôtre, d'une façon très spontanée, très sincère. Votre intérêt pour l'étranger, votre intérêt pour l'international ne vous a pas empêché de rester très fidèle à votre origine italienne. D'ailleurs, même en visitant ces magnifiques appartements parisiens où vous habitez, on voit que la présence italienne est très forte. Nous avons derrière nous l'Armadio Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto. C'est une œuvre qui existe en 5 exemplaires comme armoire, comme archive, comme librairie. Et c'est une œuvre très très significative, très importante de Michelangelo Pistoletto, parce que comme vous pouvez voir, c'est le profil de la mer Méditerranée, et tous les pays qui se baignent sur la mer sont un miroir. Bon, en connaissant un peu l'œuvre de Michelangelo Pistoletto, qui en 2012, comme vous le savez, a présenté une extraordinaire exposition personnelle au musée du Louvre. Cette œuvre sur la Méditerranée, ça fait partie de tout un corps de pièces de cet grand artiste, questo maestro, une œuvre qui est ancrée dans notre histoire contemporaine, dans le sens que c'était inspiré de la nécessité d'un dialogue parmi les gens, parmi les peuples, la rencontre aussi des différentes cultures autour de la mer Méditerranée. Donc la mer Méditerranée comme source de la civilisation, des civilisations, mais aussi comme point de rencontre et d'échange. Bruxelles, New York, donc autant d'étapes intéressantes et tout à fait créatives pour votre parcours. Par la suite, vous rentrez en Italie, d'abord à Rome, puis à Milan. D'abord à Rome, après à Milan, et je dois dire que les années passées à New York ont constitué un moment d'apprentissage aussi, si vous voulez, à une profession qui aurait été la mienne. Parce que si, tout le temps qu'on était là-bas, j'étais très active aussi en soutenant des projets sur l'art contemporain en liaison avec les grandes institutions dévouées à l'art contemporain, comme le Guggenheim Museum, comme le PS1, aussi le Metropolitan, et en faisant un peu le biais de aide à la production, de soutien, de financement. Donc, toute cette action nécessitait d'une sorte de professionnalité qu'il fallait acquérir. Et moi, je l'ai fait d'une façon très spontanée. Tout ça n'existait pas encore en Europe. Et en revenant en Italie, justement d'abord à Rome et après à Milan, effectivement, je continuais à faire ce que j'avais appris à faire à New York. Donc participer à des projets, soit des institutions, soit des associations, toujours autour des expositions des artistes ou de la production des œuvres des artistes. Donc en même temps, ça allait en parallèle avec la constitution de notre collection qui devenait
si vous voulez, assez importante. En 1995, le musée de Ghent, le directeur de l'époque, Janut, dans le SMAC de Ghent, qui était en Belgique, de nouveau, voilà, le pays qui revient, une des institutions européennes les plus ponctues pour l'art contemporain, a présenté une sélection de notre collection à côté d'une collection belge. Donc aussi, si vous voulez, on passait de la condition de privé à la condition plus publique. Donc une collection qui est privée en même temps qui est présentée au public. Et depuis, il faut dire aussi que de ce côté de la collection, on n'a jamais arrêté de prêter les œuvres au musée. Dans la dernière exposition, qui est tout en cours maintenant, à Vence, au château de Villeneuve de Vence, il y a cette exposition qui s'appelle Intime Conviction, et une chose très sympathique, ils ont fait le non, je peux pas. Ça c'est le catalogue oui, de oui, l'exposition. oui. C'est le catalogue. Et il y a une des pages que je vais vous montrer parce que c'est le plan des pays dans le monde où nos œuvres ont été prêtées au fil des années. Il y a ces belles pages, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un récit géographique de tout le pays, voilà, où les œuvres ont voyagé. Et les œuvres ont voyagé encore plus que nous-mêmes. Parce que moi, j'étais toujours très généreuse. On a commencé à collectionner une époque où on parlait pas tellement d'art contemporain, on parlait pas de marché. C'était une époque, un âge d'or, où c'était l'art pour son contenu, pour sa spiritualité et pour son enrichissement. Et donc, voilà, géographiquement, on a parcouru tout le monde par le biais de nos œuvres. Voilà, donc j'ai entre mes mains la carte de visite de Giuliana Cetari Carusi, laquelle est donc présidente de la fondation DENA pour l'art contemporain. Et le nom de cette fondation peut en même temps nous faire sourire et nous faire chaud au cœur, dans la mesure où il s'agit du nom de c'est le nom de ma mère qui s'appelle Desdemona, un nom qui est rarissime, très important, et elle est encore de nos jours une femme importante, mais en famille elle était appelée Dena. Donc au moment de fonder cette organisation, qui a un statut américain parce que je l'ai fondée à New York dans les années 2000, donc ça fait presque 15 ans maintenant. Au moment de donner le nom, j'ai voulu rendre hommage à ma mère qui a été toujours très présente dans notre vie, dans les différents pays, autour de la famille, autour de nos enfants. Donc, il s'agit d'une fondation de droit américain, si, mais qui a son siège opérationnel ici à Paris. Tout récemment, nous avons aussi ouvert un bureau à Bruxelles. Et dans son statut, c'est clairement dit que sa mission, voilà, c'est de la promotion, la diffusion et le soutien de l'art contemporain, notamment de la jeune création. Et pour réaliser tout ça, avec le Board of Trustees, avec notre comité scientifique qui est de très grand niveau, nous avons conçu un programme de résidence d'artistes qui a été ouvert d'abord aux Italiennes surtout, mais par le biais du fait que je suis aussi organisme de parrainage du Centre des Récollets ici à Paris, où les artistes qui viennent avec nos bourses résident pendant une période qui varie de 3 mois à 5 mois. Donc, disons que c'est aussi de nouveau ouvert à l'international parce que nous pouvons parrainer des artistes. C'est-à-dire ils n'ont pas nos bourses, mais pour accéder au Centre des Récollets, ils ont besoin d'un parrain. Et donc, des grands artistes, même d'une génération plus, pas si jeune, ils ont pu rester différents mois à Paris, au Centre des Récollets, parce que nous les avons parrainés. Vous avez établi votre centre opérationnel à Paris au début des années 2000. Oui, au début des années 2000. Pour les programmes de résidence, j'ai travaillé beaucoup avec des villes italiennes, notamment Milano, avec laquelle nous avons commencé, où il y avait des politiques pour la jeunesse. Voilà, donc il fallait trouver des points communs.
dans cette mission pour se réciproquement s'entraider, et ça a marché parce que c'est une des rares résidences pour artistes italiennes à l'étranger qui tiennent encore, voilà, depuis 15 ans. C'est beaucoup. Moi, je suis très fière de ça, de cette réalisation. Parmi les fils directeurs de votre activité, il y a justement la collaboration avec les institutions. Si, tout à fait. Italiennes, françaises et autres. Et c'est très important, la plus récente, vous avez le catalogue ici de la... Là, on est particulièrement fiers, parce que voilà, comme justement vous avez dit, il y a un moment, le fil conducteur, c'était toujours basé sur la relation avec notre pays, avec notre culture, et l'expression artistique. Ces deux livres qui sont récents, donc ça vient d'être publié, parce que le 9 septembre dernier, il y a eu à Bruxelles l'inauguration de The Yellow Side of Society, une exposition à Beaux-Arts à côté de la grande exposition sur l'art de Sienne, qui sont les expositions officielles du semestre de la présidence italienne de l'Union européenne. Et donc nous avons collaboré avec l'ambassade, avec le ministère, notre ministère des Affaires étrangères, Beaux-Arts, le palais des Beaux-Arts, qui est le siège de tout ce qui se passera au niveau de la culture à Bruxelles, donc son directeur, son personnel, et Nicola, il s'avère que mon fils, qui est philosophe et aussi commissaire d'exposition, a conçu ce projet qui a eu un grand succès, je dois dire, des milliers de personnes. Le président Barroso est venu à l'inauguration. Dimanche dernier, il a encore dépensé pas mal de son dimanche en regardant les œuvres. Nous avons de belles photos qui rappellent ce moment. Mais pour vous dire qu'il y a eu une grande reconnaissance envers de l'art italien, parce que cette exposition à Beaux-Arts veut démontrer que les artistes italiennes, qui sont les artistes notamment de la diaspora en Europe, sont des artistes qui gardent une création, qui gardent une fraîcheur, qui gardent une force qui a été à mesure de s'imposer à Bruxelles, qui a été très très appréciée. Et c'est l'idée, le titre, c'est The Yellow Side of Society, c'était parce que justement on avait envie de montrer les aspects positifs de notre culture, de notre création artistique. Et Nicola est parti de la poésie di Eugenio Montale, I Limoni, qui est formidable et qui donne vraiment l'idée de cette ouverture de l'esprit que la couleur, l'atmosphère peut donner à l'homme. Pour conclure cette conversation, qui évidemment n'a aucune prétention d'exhaustivité. Avec vous, on pourrait passer des heures. Mais si, parce qu'il y a tout le côté de la Fondation Pistoletto également, qu'on pourrait parler beaucoup, parce que je suis notamment présidente de la Fondation Pistoletto. Si vous voulez ajouter quelques mots sur la Fondation. Je veux dire que j'ai aussi beaucoup appris, parce que j'en suis présidente du commencement, là aussi, il y a presque 15 ans, et j'avais suivi avec Michelangelo et Maria Pistoletto toutes les étapes de la construction de cette Città dell'Arte que j'invite tout le monde à venir visiter à Bielle, entre Milan et Turin, que c'est une œuvre majeure d'un artiste, une œuvre unique. Et donc voilà, là aussi j'ai appris pas mal de choses. Voilà, mais donc je disais, pour conclure cette conversation, j'aimerais vous poser une question toute simple et complexe à la fois. Que pensez-vous de la créativité de l'art contemporain aujourd'hui? C'est très important, parce que j'en pense des choses très positives, dans le sens que l'artiste d'aujourd'hui, en partant de Michelangelo Pistoletto, mais comme on le voit aussi dans l'exposition à Bruxelles, l'artiste s'engage beaucoup dans la société. C'est-à-dire que l'artiste contemporain ne considère plus sa propre expression comme le fruit de son idée, de son concept. Au contraire, il tâche de rentrer dans la société, d'en voir tous les développements, les problématiques, et il intervient, et par son langage, parfois, il arrive à transmettre un message.
Par ailleurs, voilà, pour rester en Europe, le projet qui Barroso, avec la Commission européenne, a porté en avant, A New Narrative for Europe, qui voit que se termine ce mois même de nouveau à Beaux-Arts, c'est de l'implication des créateurs dans la possibilité d'un nouveau langage pour l'Europe. Donc d'une nouvelle possibilité pour l'Europe de communiquer. Donc on raconte qui parle à tous les pays, mais c'est un raconte qui sont les créateurs qui peuvent ensemble. Une narration. C'est pour ça que ça s'appelle A New Narrative for Europe. Moi j'étais enthousiaste de ce projet, et surtout parce que Paul Dujardin, le directeur de Beaux-Arts, qui a été chargé par la commission, donc par Barroso, a formé un comité avec des grands artistes, des grands écrivains, et ils ont répondu à l'appel. Voilà, il y a un manifeste qui a été publié. Grazie Giuliana Setari.